Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre JT. Un incident s'est déroulé ce mercredi matin entraînant l'aération et l'évacuation du collège Charles III. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, s'exprimera à ce sujet sur notre antenne dans quelques instants. Le comité monégasque antidopage dévoile sa nouvelle application CMA.med est présentée comme un outil fiable, complet et mis à jour régulièrement afin de mieux accompagner les athlètes de haut niveau. Thomas Lapra nous en dira plus à ce sujet. Elle s'appelle la DB Frua et celle présentée hier soir était une réplique de la voiture conduite par le prince René III au Tour de France automobile en 1953. Un clin d'œil à l'histoire, alors que la 26e édition du rallye Monte-Carlo historique s'est achevée cette nuit. Géry Mestre, président de la commission des voitures historiques de l'ACM, sera notre invité. Et enfin en basket, la Rocatine domine l'Asvel en championnat avant son déplacement à Bologne pour l'Euroleague. Un mot donc sur cet incident qui a eu lieu en milieu de matinée au collège Charles III. Par mesure de précaution, une opération d'aération et d'évacuation partielle des installations de l'établissement scolaire a dû être nécessaire. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de l'incident. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, s'exprime au micro d'Alban Gingembre. Il semblerait qu'effectivement, ça soit le résultat d'un mélange de produits chimiques qui étaient incompatibles et qui ont dégagé une forte odeur de produits chlorés. La partie du bâtiment qui abritait les classes 5e, 6e a été évacuée. C'est donc de l'ordre de 400 à 500 élèves et personnels qui ont été évacués. L'autre partie du collège, et donc qui abrite les classes de 4e et 3e qui se trouvent de l'autre côté de l'avenue de l'Annonciade et qui n'étaient pas directement, je dirais, impactées par les émanations, les élèves sont restés confinés jusqu'à ce qu'en définitive on puisse les évacuer sans trop de difficultés sur la voie publique, puisque là, on a investi, bien évidemment, la voie publique. Sur les 400 et quelques personnes qui étaient concernées par l'incident, une cinquantaine, 56 exactement, ont été accueillis par les services pour savoir si elles avaient ressenti une gêne, qu'elle soit dans les voies respiratoires, donc de type irritation ou des yeux, et par rapport à ça, faire un premier bilan pour pouvoir traiter les personnes. Et sur ces 56, seulement 10 ont été par précaution transférés au CHPG de manière à ce qu'on puisse suivre leur état. 2 adultes, 8 enfants, certains pouvant, je dirais, présenter des symptômes comme de crise d'asthme qui peuvent être déclenchés par une réaction d'irritation. Et donc, il a été jugé préférable de les transférer au CHPG pour pouvoir s'assurer de leur bien-être et de suivre un petit peu. Elles sont toutes sorties de l'hôpital à l'heure où je vous parle, donc sans, je dirais, conséquences négatives pour elles. Donc, un incident, je dirais, important, parce que c'est quand même pas... D'abord, c'est pas courant, et puis ça peut avoir des conséquences. Très rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers qui ont neutralisé dans le local technique l'origine de l'incident, ce qui fait que l'émanation n'a pas perduré. Mais en revanche, le temps de la réaction, il y a eu ce dégagement de vapeur et de chlore qui a incommodé grosso modo la moitié de l'effectif du collège. Voilà ce que nous pouvions dire sur cet incident survenu au collège Charles III ce matin. Vous le savez, la Principauté est une véritable terre de sport. Elle est aussi grandement impliquée dans la lutte contre le dopage. Le comité monégasque antidopage est grandement actif. En ce sens, il a présenté ce mercredi une nouvelle application CMA.med, un outil fiable, simple et complet à destination des sportifs et que nous allons présenter dans quelques instants avec Thomas Lapra. Avant cela, je vous propose d'écouter Philippe Oringo, président du comité monégasque antidopage. Il est au micro de Fabien Bonilla. C'est extrêmement important parce que le sport touche pratiquement toutes les couches de la société et toutes les tranches d'âge. Et le but, c'est quand même d'avoir un sport propre parce que l'idée de faire du sport, c'est d'avoir une bonne santé. Ce n'est donc pas de la détruire. En conséquence de quoi, très logiquement, il faut que tout le monde s'y mette et lutte contre le dopage. Et pour accompagner au mieux les athlètes dans la pratique d'un sport propre, le comité monégasque antidopage a présenté aujourd'hui à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II sa toute nouvelle application. On en parle avec Thomas Lapra, responsable de la commission médias numériques
du comité. Bonsoir Thomas Laprat. Bonsoir. Les athlètes monégasques disposent donc d'un nouvel outil. Est-ce que c'est une mise à jour de l'application qui existait déjà ? Écoutez, c'est une application totalement inédite. L'application qui existait déjà servait principalement à informer les sportifs de la principauté sur l'actualité du comité, suivait son actualité et donnait des éléments de contact. Il y avait une petite barre de recherche qui permettait de rechercher un médicament, mais là c'est une application totalement inédite. C'est un outil supplémentaire qui vient s'ajouter à l'arsenal du comité monégasque antidopage dans la prévention et l'information auprès des sportifs et de leur encadrement sur le dopage. Et donc c'est une application totalement inédite. Comment s'appelle cette application ? Alors elle s'appelle cma.med et c'est l'application médicaments du comité monégasque antidopage. Voilà, alors qu'est-ce qui sera possible de faire grâce à cette application désormais ? Alors, grâce à cette application, vous pourrez faire plusieurs choses. La première, de manière très simple, vous avez une boîte de médicaments, vous scannez le QR code, vous savez immédiatement si les substances qu'il contient sont dopantes ou non, et toutes les informations relatives au statut au regard du dopage de ce médicament. Vous pouvez aussi avoir les informations médicales de ce médicament. Et vous pouvez aussi interroger l'assistant intelligent spécialisé dans le dopage pour avoir des informations sur ce médicament. C'était un outil nécessaire pour les athlètes. C'est compliqué pour eux de savoir si tel ou tel médicament contient des substances qui sont dopantes. Oui, c'était très compliqué. C'est vraiment là la genèse de la création de ce médicament. C'est qu'aujourd'hui, les informations sont recoupées dans des bases très éparses, à la fiabilité relative. Et la liste des interdictions de l'AMA se focalise principalement sur des substances, ne donne pas une liste exhaustive des substances interdites. Et pour un sportif, alors que les enjeux sont très importants pour leur carrière, c'est assez difficile d'avoir cette information. Et c'est de là, de ce manque de facilité d'accès à l'information, qu'est née qui est la genèse de l'application. Cette application ne remplace pas la plateforme Adams. C'est un système où les athlètes de haut niveau inscrits dans un groupe de contrôle renseignent leur information de localisation. Non, ça ne remplace pas Adams, qui est vraiment le portail de l'AMA pour gérer la lutte contre le dopage. Là, c'est une application qui sert à s'informer sur les médicaments, les substances au niveau français, monégasque et européen. Pour revenir sur Adams et pour expliquer à nos téléspectateurs, en gros, les sportifs qui sont ciblés par ce groupe de contrôle doivent indiquer leur position géographique quotidienne en cas de contrôle inopiné. C'est vraiment très cadré tout cela. Oui, c'est exactement ça. Ils doivent effectivement renseigner leur localisation très précise afin que s'il y a un contrôle qui est diligenté à leur encontre, on puisse les trouver. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que si la personne n'est pas présente au moment indiqué et à la localité indiquée sur Adams, le contrôle est déjà jugé comme anormal. Comme un no-show, et au bout de 3 no-shows, il risque une suspension. Exactement. Plus globalement, comment intervient le comité monégasque antidopage auprès des sportifs? Quel est son rôle? Écoutez, le premier rôle du comité monégasque antidopage, c'est un rôle d'information, de formation et de sensibilisation et évidemment de contrôle. C'est lui qui diligente les contrôles et c'est lui aussi qui, auprès des athlètes et des écoles, etc., fait de la formation et de la sensibilisation. Vous êtes en lien aussi étroit avec l'Agence mondiale antidopage? Oui, le comité est en lien très étroit avec l'Agence mondiale antidopage et a des relations très proches avec elle. Oui. Un nouvel outil donc à disposition des athlètes monégasques pour conserver l'éthique des compétitions sportives. On rappelle son nom, Thomas Laprat. cma.med. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 26e édition du rallye Monte-Carlo historique remportée par les Belges Michel Decremer et Jennifer Hugo sur leur Opel Ascona. Mais avant cela, événement dans l'événement, mardi soir, la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince a souhaité rendre hommage au Prince Régnier III dans le prolongement des commémorations du centenaire de sa naissance. Elle a restauré une réplique de la DB Frua qu'elle a présentée au Prince Albert II, une voiture que le Prince Régnier III avait conduit lors du Tour de France automobile en 1953. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy, réalisé avec Hugo Comaza.
C'est en 1953 que le prince Régnier III s'engage au Tour de France automobile sous le pseudonyme de Louis Carladès, même si sa participation n'est pas restée longtemps anonyme. Aux côtés de son copilote mécanicien, le souverain abandonne la course sur les routes du Nord à la suite d'une sortie de route. À l'occasion des commémorations du centenaire de sa naissance, une réplique de cette auto a été totalement restaurée dans la plus grande des discrétions. En 2013, la collection de voitures a fait l'acquisition d'une coque, en fait, d'une coque et du châssis d'une Dodge Bonnet qu'ils ont ramené, qu'ils avaient acheté à une vente aux enchères aux États-Unis, parce que là-bas, cette voiture courait beaucoup aux États-Unis. Il y a peu d'exemplaires qui ont été construits de ce coach Frua. Donc ils l'ont ramené, ils l'ont ensuite emmené chez un carrossier en Italie pour qu'il refasse la peinture et toute la carrosserie. Et à côté, nous avions fait l'acquisition aussi d'une voiture donneuse d'organes qui était une Panhard Dyna-X. Franchement, ils ont fait un boulot extraordinaire, je suis vraiment fière d'eux. Ils ont travaillé toute l'année 2023 parce que c'était le fil rouge de cette année pour les commémorations du prince Régnier III. Et ça a été dur parce que même si c'était le fil rouge, il y a eu toutes les commémorations depuis mai. Il a donc fallu aussi qu'on révise d'autres véhicules. La restauration aura mobilisé les équipes de la collection sur les nombreuses recherches historiques permettant de dupliquer l'auto à l'identique. La couleur de l'intérieur n'a jamais pu être identifiée sur des photos uniquement en noir et blanc, mais sur proposition de deux teintes, le prince Albert II a tranché pour ce beige très vintage. Après avoir suivi de près l'évolution des travaux, le souverain a découvert la voiture quelques jours auparavant sans qu'aucun détail ne lui échappe. Lorsqu'il est arrivé, il a regardé la voiture de face, il a dit « Ah, il manque la calandre ». Alors, mes mécaniciens, le lendemain, se sont dit « Bon, on va faire quelque chose » parce qu'il faut savoir que certaines pièces de la voiture sont faites à l'extérieur. Comme les sièges ont été restaurés par un sellier, il y a aussi les pare-chocs qui ont été faits à l'extérieur. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, mes super mécanos ont été récupérer une pièce d'une autre voiture et ont essayé de mettre en place une barre de calandre devant le moteur. C'est avec beaucoup d'émotion que le prince Albert II a pris le volant de cette DB Frua en parcourant le célèbre tracé du circuit de Formule 1. C'est une voiture formidable. Alors là, bien sûr, on a eu beaucoup de mal à trouver des pièces et à remonter complètement ce véhicule, mais les équipes de la collection de voitures et les deux mécaniciens qui étaient là ce soir ont fait un travail remarquable. Et voilà, alors elle n'a pas tout à fait la couleur d'origine, mais on a voulu qu'il y ait cette couleur rouge pour rappeler un petit peu voilà, les grandes heures du sport automobile. Voilà, elle est délicate à conduire, mais c'est une très belle voiture, c'était vraiment très très émouvant pour moi. Cette magnifique DB Frua trouvera à présent sa place au sein de la collection des voitures de son Altesse Sérénissime le Prince. Et d'autres voitures tout aussi exceptionnelles les unes que les autres viennent de participer au rallye Monte-Carlo historique. Plus de 230 participants auront pris le départ samedi dernier de la 26e édition avant l'arrivée qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Hugo Comasa. Avec à nouveau de la diversité et de l'authenticité dans son parcours, le rallye Monte-Carlo a à nouveau séduit avec toujours au programme des spéciales de régularité ayant fait les grandes heures de l'épreuve. Mais cette année, la neige n'était pas au rendez-vous au grand regret des petites autos. Totalement sec. Là, on a fait un rallye de printemps cette année-là. Ouais, ça c'est terrible. Non, on s'est fait plaisir. Non, on s'est fait plaisir parce que la première journée, on avait perdu le rallye, ça c'était sûr. Donc après, il faisait beau, on en a profité, on avait été avec les copains, avec tous les copains d'automobile, donc c'est le principal. On a fait un beau rallye jusqu'à la dernière spéciale où on a eu un problème mécanique dans la dernière spéciale, donc on est arrivé à sortir la spéciale avec une réparation de fortune. On a réparé, maintenant on est là, donc c'est parfait. Voilà, mais sinon jusqu'à présent c'était un beau rallye. Dommage que ce soit sec. On aurait mis plus de neige, surtout avec une petite voiture comme la nôtre, mais bon, voilà, c'est la loi du rallye et on est là pour s'amuser. Et pour d'autres, c'est plutôt le chronométrage qui a fait des siennes. On n'a pas toujours compris la manière dont le chronométrage se faisait. Donc le chronométrage n'est pas forcément... on le trouvait un peu aléatoire, mais bon, ok, voilà. Mais, donc on essaye à chaque fois de trouver des nouvelles astuces. Toute l'équipe du team des chefs essaye de trouver des astuces. Alors il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Et nous, voilà, il y a des coups où c'est bien, enfin des spéciales où c'est bien, et d'autres, dans d'autres zones de régularité, c'est moins bien. Jusqu'à la dernière étape, les concurrents y croient et donnent tout pour passer la ligne d'arrivée sur le port Hercule.
On va tout donner pour essayer de récupérer encore 3-4 places. On va essayer de rentrer dans le top 10. C'est notre objectif compte tenu d'un début de rallye où si on avait été plus précis, on était dans les 3-4 premiers, je pense. Donc voilà. C'est quelques années en arrière que nous replonge à chaque fois le rallye Monte-Carlo historique, avec des autos qui ont marqué l'histoire, comme cette R5 Alpine produite entre 1972 et 1984. Elle est préparée comme une groupe 2, c'est-à-dire elle développe à peu près 130 chevaux, les suspensions ont été renforcées, la voiture est allégée, elle marche bien quand elle veut, mais elle est très délicate. On a failli pas démarrer ce matin parce qu'il faisait trop froid, elle voulait rester au parc fermé. Le départ de l'étape finale a été donné par le souverain. Au menu de cette dernière nuit, 2 monuments de la légende du rallye monégasque, Sospel Col de Turini et la Cabanette Col de Brosse, qui auront permis de proclamer Michel de Crémer gagnant de cette 26e édition. Le Monte-Carlo, ça reste le Graal des rallyes, vraiment, du monde des rallyes. Donc je suis un homme très heureux et je remercie absolument ma copilote qui a fait ça à merveille. Sans elle, ça n'aurait pas été possible. Une fois encore, les concurrents du rallye Monte-Carlo historique ont pu faire rêver des générations d'amateurs de sport automobile. Bonsoir Géry Mestre. Bonsoir. Vous êtes responsable de la commission des voitures historiques de l'ACM. Le Monte-Carlo historique vient de s'achever. Quel bilan peut-on tirer de la 26e édition? Bilan assez positif en fait, de par ma fonction. Je me balade beaucoup dans les allées où il y a toutes les voitures qui sont garées et j'interviewe bien sûr les concurrents qui sont dans l'ensemble assez contents. Nous avons mis au point quelques nouveautés en ce qui concernait le chronométrage intérieur des voitures et ils sont assez satisfaits. On est obligé d'évoluer un peu malgré les années, bien que les voitures restent assez anciennes, on est obligé d'évoluer selon les conditions de circulation, selon les appareils électroniques qui sont maintenant embarqués, selon les portables qui sont maintenant embarqués. Et donc on est assez content. On a eu malheureusement peu de neige, ça va être de plus en plus le cas, je pense. Quand il y a de la neige, ça nivelle les modes de pilotage des voitures, ça nivelle les moyennes et c'est plus amusant, puis c'est plus joli. Mais bon, on fait avec le temps. Oui. Ce rallye historique, c'est réellement un rendez-vous de passionnés. Hein. Ah, il n'y a que des passionnés. Il n'y a que des passionnés, mais tous sont prêts à gagner. Je peux vous garantir que même le dernier, il est accro. Et en fait, c'est assez étrange, mais les pilotes de notoriété, les pilotes professionnels qui sont à la retraite, sont accros. On les fait venir, on dit oh oui je sais pas et tout, et puis quand ils sont là, ils jouent le jeu à fond, et je peux vous dire que c'est pas les derniers à réclamer quand il y a quelque chose qui va pas ou quoi, c'est assez sympathique. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres lors de cette édition? Écoutez, on a eu la chance d'avoir un ancien vainqueur du rallye de Monaco, de WRC, Bruno Sabi, pour ne pas le nommer. Il vient tous les ans, il est très fidèle. Il connaît bien évidemment tous les pièges de la régularité, mais il joue le jeu à fond, il est bien, il donne des conseils, il écoute. C'est une personne bienveillante. Il y a d'autres, on avait Verini, un pilote italien, on a Schoen, on a des pilotes un peu de toutes les nationalités. L'avantage de ce rallye, c'est que les gens viennent de toute l'Europe pour participer. On a même on avait 2 concurrents japonais cette année. Donc c'est un rallye qui a une certaine notoriété. C'est un rallye qui est un petit peu différent des autres parce que nous avons la concentration. Et donc la concentration, on part de plusieurs villes d'Europe et il y a beaucoup de kilomètres à faire. Alors évidemment ça fatigue, mais ça nivelle les valeurs. Mais ce qui rend aussi ce rallye séduisant, c'est qu'il emprunte les spéciales qui ont fait les grandes heures des rallyes Monte-Carlo. Tout à fait, les mêmes spéciales que le WRC. Géry Mestre, ça a été un mois de janvier intense avec l'historique et le WRC, 2 grands succès qui auront mobilisé l'Automobile Club de Monaco. Hein. Ah oui, je peux vous dire que en fait sur l'historique, on est à peu près 200 personnes à travailler dessus pendant l'épreuve. C'est pas mal, ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de déplacements. Une grande partie de ce personnel est bénévole. Et les bénévoles, bien sûr, sont comme les pilotes, ils sont fanatiques. Les spectateurs aussi étaient au rendez-vous, hein, aussi bien des curieux que des passionnés.
Tout à fait, tout à fait. En fait, on a été étonné par la quantité de spectateurs qu'on a eu dans le WRC et d'autres spectateurs différents, mais aussi nombreux dans l'historique. 3 grands prix vous attendent maintenant. Le e-prix le 27 avril, le Grand Prix historique du 10 au 12 mai et surtout le Grand Prix de Formule 1 du 23 au 26 mai. Vous dites surtout, moi je dirais surtout le Grand Prix historique, mais enfin non, c'est une boutade. Oui, on a 3 Grands Prix et 3 Grands Prix et ça aussi, ça mobilise encore beaucoup plus de monde. En fait, comme j'explique souvent aux concurrents qui viennent cette fois-ci de partout dans le monde pour le Grand Prix historique, en fait, quand on a les Grands Prix, on ne bloque pas une ville, on bloque un pays. Et ça, c'est très très important. Et l'avantage, c'est qu'il y a les gens, les habitants considèrent ça avec beaucoup de bienveillance. On dit souvent que l'Automobile Club de Monaco sert de référence aux autres rendez-vous auto. Sa réputation aujourd'hui n'est plus à faire. Mais écoutez, en toute modestie, il est vrai que les instances internationales qui organisent des épreuves automobiles nous posent souvent des questions sur le mode d'organisation, sur le mode comment dirais-je, de sélection des voitures et tout. On est un peu une référence. Il n'y a pas que nous en référence, hein. Mais l'Automobile Club de Monaco, l'avantage c'est que c'est un club qui est très ancien. Au début c'était le club vélocipédique de la Principauté et de par le fait même que c'est le plus vieux Grand Prix du monde, on est un peu une référence, oui c'est vrai. Eh bien merci beaucoup Géry Mestre d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info et à très bientôt. Merci. Continuons d'évoquer cette riche actualité sportive en Principauté avec du basket à présent. En Betclic Elite, la Roca Team a remporté le choc face à l'Asvel mardi soir à Gaston-Médecin. Un succès net, 89-71, une nouvelle victoire pour les Monégasques qui restent invaincus sur leur parquet en championnat. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Alex Savial. Et de 8 pour la Roca Team, la série de victoires monégasques face à l'Asvel s'est prolongée hier soir à Gaston-Médecin. La bande à Tony Parker ne s'est plus imposée face à Monaco depuis le 25 juin 2022. En première période, les deux équipes font jeu égal. Si l'Asvel prend 6 points d'avance dans le premier quart-temps, Monaco recolle avec notamment ces 2 belles séquences. Peter Corneli conclut un beau mouvement collectif avant de s'illustrer ensuite des 2 côtés du terrain. De Peter Corneli, c'est raté. Peter Corneli qui marque. En face, Edwin Jackson 11 points et Paris Lee au buzzer permet aux Villeurbanais d'être devant à la pause 34-32. Comme souvent, Monaco va faire la différence grâce à ses rotations. La Roca Team colle un 29-12 à Villeurbanne dans le 3e quart-temps. L'Asvel perd trop de ballons, 21 au total, et la Roca Team se régale en transition. Au buzzer, Mathieu Strazel met dedans, à 3 points avec la faute, 61-46. Monaco gère dans le 4e quart-temps et l'emporte 89-71. Monaco's a really good second half team. They hit us and we didn't respond. Now we got to go back to the drawing boards and it's possible we can play them 2 more times. So can't hold our heads down, we just got to keep going. On a démarré un peu sur un faux rythme. Offensivement, on n'avait pas de rythme, mais défensivement, on leur laissait des choses qu'on ne voulait pas, notamment Youss au rebond et des choses faciles. Donc voilà, on a réussi à mettre un peu plus d'intensité et de rythme dans le 3e quart-temps, et c'est ça qui a fait la différence. Donc après avoir perdu à 2 jours, c'est une victoire importante pour nous. On le sait, sur les dernières confrontations, ça tourne très souvent à l'avantage de Monaco. C'est bien de garder cet avantage psychologique sur eux? C'est bien jusqu'au jour où nous, justement, on va essayer de faire que ce jour arrive jamais. On les rejoue dans 1 semaine, c'est un match coup près, donc on va essayer de reproduire cette performance pour se qualifier au tour d'après. Et avant la revanche en Coupe de France mardi prochain face à l'Asvel, Monaco retrouve l'Euroleague vendredi soir avec un déplacement à Bologne. La victoire, c'est ce que recherchera l'AS Monaco demain en Coupe de France. Les joueurs d'Adi Hutter se déplacent à Rouen pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Rouen, équipe de nationale qui a fait tomber Toulouse au tour précédent. Il ne faudra donc pas sous-estimer cet adversaire plein d'ambition. C'est le sens des propos tenus aujourd'hui par l'entraîneur monégasque en conférence de presse et Magnès Akliouche. Écoutez. On sait que ça va être un match compliqué. On sait qu'il y aura aussi un petit peu la pression du public. Ils ont éliminé une grosse équipe de Ligue 1 aussi, une équipe de Ligue 1. Donc on est très méfiants et on va essayer de faire ce qu'il faut là-bas. C'est très important pour nous, cette Coupe de France. Donc on va se donner les moyens de passer cette étape-là. An important week for sure, and
now I'm fully concentrating for this game in Rouen, and after this game we can concentrate us for the game in Nice. But first is the French competition with the French Cup. It's important. We have a lot of respect also for Rouen. And yeah, they beaten Toulouse, and it's not so easy to beat Toulouse. And yeah, this is a team. They are really well at home. Good spectators and good crowd. And also, yeah, we are looking forward for this game. And we know when we can win this game, and we do everything for this to come to the quarters. And this is for tomorrow the most important thing for us. À l'international, de violents incendies ravagent la région côtière de Valparaiso au Chili depuis quelques jours. Des milliers d'hectares de forêts ont été ravagés par les flammes. Plus de 120 personnes ont perdu la vie. Le prince Albert II a tenu à afficher son soutien au pays dans une dépêche officielle adressée au président chilien, Gabriel Boric. Le prince souverain a exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes. Il transmet, je cite, sa plus profonde sympathie aux services d'urgence qui luttent pour contenir les incendies et à ceux qui mettent leur propre vie en danger pour aider les communautés dans le besoin. Figure emblématique de l'exploration polaire, Jean Mallory s'est éteint lundi à l'âge de 101 ans. Ce savant, ethnographe, géographe, était un grand ami de la principauté. Il avait d'ailleurs confié une très large partie de ses collections, archives et effets personnels à l'Institut océanographique, une donation illustrant 70 ans d'une vie consacrée au peuple de l'Arctique et qui avait été mise en valeur à Monaco en 2022. Jean Mallory avait aussi conseillé le prince Albert II avant son expédition au pôle Nord en 2006. Le souverain a toujours gardé le contact avec l'explorateur. Il s'était rendu à Dieppe en Seine-Maritime pour célébrer les 100 ans de Jean Mallory dans la cité d'Angot. C'était il y a un peu plus d'1 an. Le grand chamboulement 1970-2023 de Pompidou à Frégoli, c'est le titre du dernier ouvrage du monégasque Daniel Boéry, un livre qui retrace un demi-siècle d'histoire économique et sociale de la France et qu'il évoque au micro de Christine Datomel. Au fond, il y a d'abord une sorte de bilan des décisions qui ont été prises par les différents présidents, soit puisqu'ils les ont subies, soit parce qu'ils les ont pilotées. La deuxième partie, c'est vraiment les grands défis que la France, comme le monde, va devoir, à quels répondre. D'une part, et vraiment en priorité, le défi climatique, qui devient de plus en plus urgent, d'intégrer la technologie et l'intelligence artificielle. Je reviens d'Inde, les gens étaient inquiets, les jeunes de l'université de Delhi, en se disant « mais est-ce que ça ne va pas nous piquer notre boulot ?» Donc ça, c'est un point important. Place à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Bonsoir Christine Datomel, quel commerce avez-vous décidé de mettre en valeur ce soir ? Oui, aujourd'hui on se retrouve devant l'endroit préféré de tous les nouveaux parents ou jeunes parents. Nous parlons bien sûr de la boutique The Baby Shop by Salomé Lafay. Regardez comment toute cette histoire a débuté. Alors cette histoire, elle a débuté il y a presque 19 ans. Alors c'était pas ici, c'était à la rue des Açores. C'était pas exactement, l'activité a évolué aussi. Au départ, on était parti sur l'idée qu'il manquait des vêtements de grossesse à Monaco et on avait développé ça plus de la puériculture. Finalement, le vêtement de grossesse n'a pas trouvé sa clientèle et donc on a développé la puériculture. Donc d'un petit magasin au départ, il a fallu s'agrandir. Dans un premier temps en restant rue des Açores, en trouvant un second local. Et puis ensuite cette opportunité qui s'est présentée rue Grimaldi. Et là, ça va faire 12 ans qu'on est ici. Alors on va trouver tout l'équipement pour un bébé, de la naissance jusqu'à peu près 3 ans. Même au-delà pour ce qui est des sièges auto, puisque la sécurité auto impose d'aller jusqu'à 11 ans. Mais donc ça va aller du biberon, en passant par la layette, en passant par les poussettes, donc du tout petit au très gros. Alors quel est l'article phare ? Il y en a plusieurs, ça dépend, il y a plusieurs rayons, donc la layette fonctionne très bien. Les poussettes, bien évidemment, de certaines marques un peu à la mode en ce moment. Les lits de bébé aussi, voilà. Un dernier conseil aux futurs parents ?
Alors, nous on conseille souvent aux parents de faire une liste de naissance, de façon à éviter de se retrouver avec des doublons qui ne leur servira à rien ou de ne pas avoir le nécessaire à la naissance du bébé. Au moins la liste de naissance permet de s'organiser, d'être prêt quand le bébé arrive et ça laisse après le temps aux gens de venir faire tranquillement les cadeaux, même après la naissance du bébé, tout en garantissant la sérénité des parents. Biberon, doudou, poussette, vêtements, vous l'aurez compris, à The Baby Shop by Salomé Lafay, vous pouvez trouver tous les équipements dont vous aurez besoin pour bébé. Le magasin vous accueille du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h, sauf le samedi où ça sera l'après-midi de 15h à 19h. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que toutes les rubriques Ceux qui font Monaco de Christine Datomel sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Gingembre. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mercredi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, il fera beau sur la principauté, un ciel bien dégagé qui pourrait se voiler légèrement l'après-midi. Les températures varieront entre 9 et 14 degrés. Profitez-en car les jours suivants, il risque de pleuvoir. Et pour ce jeudi 8 février, n'oubliez pas la Sainte-Jacqueline. Merci Alban pour toutes ces précisions. Une dernière information avant de nous quitter. À l'occasion de la sortie de son double album enregistré au Palais Princier, l'Orchestre des Carabiniers du Prince sera en concert le 7 mars prochain au Grimaldi Forum. La soirée de gala organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène sera présentée par Stéphane Bern avec la participation exceptionnelle d'Umberto Tozzi. L'entrée est gratuite, sur réservation. Plus d'informations sur la page Facebook de l'Orchestre des Carabiniers du Prince ou sur le site officiel du Grimaldi Forum. Et il y a 10 ans, l'Orchestre des Carabiniers du Prince se produisait déjà sur scène devant plus de 500 personnes pour une soirée aux accents hispaniques. Viva España avait alors été capté ce soir-là par Charlie Gallo. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Passez une excellente soirée et rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.